Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La villa présidentielle avait son propre rythme, celui des pas, des appels radio lointains, des légers cliquetis d'argenterie dans la cuisine du personnel et des nouvelles murmurées entre les assistants. Mais récemment, quelque chose avait changé. Suzanne s'en était d'abord aperçue à la façon dont les conversations s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Les servantes qui l'accueillaient avec de larges sourires détournaient désormais trop vite le regard. Son intendant préféré, qui préparait toujours son thé comme elle l'aimait, commença à se montrer inhabituellement nerveux, manquant de renverser sa tasse un matin. Elle s'en détourna d'abord. Peut-être se faisait-elle des illusions. Mais le changement était subtil, constant et persistant, comme un léger courant d'air s'infiltrant par une fenêtre fermée. Elle commença à le sentir partout, dans les regards échangés dans le couloir, et dans le silence soudain qui suivit son entrée dans la buanderie. L'air autour d'elle avait changé. Il n'était plus respectueux. Il était prudent, sur leur garde, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Ce n'est que lorsqu'un gros titre de tabloïd a fait la une des journaux du week-end que le malaise de Suzanne s'est transformé en une froide clarté. En première page, des photos du bureau privé de Suzanne occupaient une place importante, dont une prise de vue spontanée d'elle assise pieds nus sur le balcon, vêtue d'un peignoir, sirotant son thé matinal, un moment que seul le personnel de la résidence pouvait voir. Mais c'est le titre qui la troubla le plus. Les envies nocturnes de la première dame, et qui fit soupirer, les habitudes tranquilles de la femme la plus insaisissable du pouvoir. L'article était intrusif, mais d'une exactitude troublante. Il y était question de ses collations nocturnes préférées, de son aversion pour les fleurs trop parfumées, et même d'une note indiquant qu'elle parlait parfois ébau dans son sommeil. Rien de tout cela n'avait jamais été partagé avec la presse. Aucune interview. Aucune fuite lors des briefings officiels. Seul un proche pouvait connaître ces détails. Suzanne posa le document sur son bureau avec un calme qu'elle ne ressentait pas, son esprit parcourant déjà les visages et les voix. Elle n'a pas immédiatement affronté qui que ce soit. Ce n'était pas son genre. Elle a préféré observer. Silencieusement. Volontairement. Elle se déplaçait dans la villa avec une vigilance renouvelée, remarquant quels membres du personnel évitaient son regard, lesquels s'arrêtaient lorsqu'ils pensaient qu'elle ne regardait pas. Elle prêtait attention aux horaires, à qui travaillait, à qui nettoyait quelle chambre. La gouvernante chargée de la rotation des patrouilles de sécurité éveilla soudain son intérêt. Tout comme la jeune stagiaire qui s'attardait toujours près de l'escalier principal, un bloc-notes à la main, prétendant compter les livraisons de linge. Même la plus ancienne des cuisinières, dont la radio montait toujours plus fort lorsque Suzanne entrait en cuisine, commençait à lui paraître moins digne de confiance. Elle gardait ses soupçons pour elle, ne faisant confiance à personne, pas même à son assistante personnelle. Les murs de la villa avaient des oreilles. Elle n'avait pas l'intention de leur donner plus à répéter. Mais au fond d'elle, une question résonnait comme un battement de tambour régulier. Qui nourrissait les loups dehors? À la fin de la semaine, un deuxième article a fait surface, plus audacieux, plus personnel celui-ci. Il spéculait sur la décision de Suzanne de ne pas participer à un récent événement international, suggérant une possible instabilité émotionnelle due à un deuil personnel. L'article citait même une source anonyme provenant de l'aile privée de la première dame. Suzanne était assise dans sa loge, l'article à la main, l'air indéchiffrable. Il y avait une fuite. Elle en était désormais certaine. Mais qui? Et pourquoi maintenant? Son esprit se remémora cette nuit dans la salle de bal, cette nuit où tout avait basculé. Elle avait tant progressé, tant reconstruit, et avait gardé son cœur en sécurité depuis. Mais quelqu'un a voulu démêler cela. Discrètement. Prudemment. Et elle allait les trouver, non pas avec rage ou accusation, mais avec précision. La confiance se regagnerait à force de murmures, et la vérité, elle le savait, avait toujours tendance à se révéler, surtout quand quelqu'un dans l'ombre devenait déjà trop audacieux. Le colis arriva un mardi matin, sans marque, discret, et déposé directement sur le bureau ancien de Suzanne, dans son bureau privé. Aucun agent de sécurité ne l'avait signalé, et les copains prétendaient qu'il était arrivé avec le courrier habituel. Il était emballé dans du papier noir, noué avec un fin cordon argenté. Il n'y avait ni note à l'extérieur, ni cachet, ni timbre, juste son nom manuscrit en cursive délicate en haut, Madame Suzanne Donald. Cela lui parut étrange. Personne en dehors de son cercle intime ne s'adressait à elle ainsi,
et les correspondances officielles utilisaient son titre complet. Suzanne le fixa quelques secondes avant de prendre le coupe-enveloppe. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois, la tension rompante de l'inconnu. Elle glissa la lame dans le papier avec une précaution experte, révélant une enveloppe cachée à l'intérieur. Toujours pas d'adresse de retour. Pas de signature. Juste une fine photo rectangulaire et un mot plié. Elle tendit la main et sortit la première photo. Elle était brillante, nette et récente, pas une photo prise il y a des années ou sortie d'archives. On y voyait Kingsley debout sous un lampadaire, le bras autour d'une femme en manteau bleu saphir. Son visage était tourné vers lui, souriant, sa main posée délicatement sur sa poitrine. Kingsley, bien que ne regardant pas directement l'objectif, avait une expression que Suzanne ne reconnut pas, quelque chose entre affection et lourdeur. Le décor lui était inconnu, mais le style des bâtiments, l'enseigne du café et la faible silhouette de neige au sol indiquaient l'Europe. Suzanne retourna la photo. Pas de rodatage, pas de légende, juste du papier blanc et propre. Dessous, un petit mot plié, en carton blanc, estampé avec seulement les mots manuscrits à l'encre noire fine. Demandez-lui des nouvelles de Genève. C'était tout. Aucune signature. Aucune explication. Juste une ville et une implication. Pendant un long moment, Susan resta immobile. Elle était assise à son bureau, les doigts doucement appuyés sur le bord du mot, les yeux fixés sur la photo. Elle n'éprouvait aucune jalousie. Ce n'était pas de la colère non plus. C'était le poids de l'ignorance. La femme sur la photo était belle, certes, mais ce n'était pas sa beauté qui comptait. C'était la proximité de Kingsley. Son expression. Son silence. Genève. Une ville qui n'avait jamais été évoquée dans leur conversation. Un nom qui, jusqu'à présent, n'avait eu aucun rapport avec son mariage. Et pourtant, c'était là, imprimé à l'encre noire comme un défi secret. Son premier réflexe fut de le lui demander immédiatement, de lui apporter la photo et le mot pendant le déjeuner et de le confronter directement. Mais elle se retint. Elle avait appris avec le temps que la vérité se révélait mieux lorsqu'on lui laissait l'espace pour respirer. Si elle insistait, il saurait qu'elle l'observait. Mais si elle attendait, patientait et observait, il pourrait peut-être révéler quelque chose de lui-même. Suzanne rangea la photo et le mot dans son journal, le rangeant dans le tiroir du bas de son bureau. Elle n'en parla à personne, ni à son assistante, ni au personnel, et encore moins à Kingsley. Ce soir-là, lorsqu'il entra dans la pièce et l'embrassa sur le front comme à son habitude, elle lui rendit son sourire avec une chaleur éprouvée. Mais son regard s'attarda un peu plus longtemps, scrutant son visage à la recherche de signes qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Kingsley parla de sa rencontre avec les responsables en visite et de la réunion d'information politique à venir comme si de rien n'était. Peut-être que pour lui, rien n'avait changé. Mais pour Suzanne, une porte s'était ouverte dans son esprit, et à travers elle, le vent de l'incertitude avait commencé à souffler. Quelqu'un voulait qu'elle regarde plus profondément. Quelqu'un savait quelque chose qu'elle ignorait. Et maintenant que le nom de Genève avait été prononcé, il ne pouvait plus être ignoré. Quelle que soit la vérité, Suzanne allait la découvrir, mais à ses propres conditions. Suzanne ne s'était jamais considérée comme une femme suspecte. Après tout, la confiance avait autrefois causé sa perte, mais aussi la raison même pour laquelle elle pouvait arpenter les couloirs du palais avec grâce plutôt qu'avec ressentiment. Pourtant, depuis la réception de la mystérieuse photo et du mot, ses gestes avaient changé. Elle souriait toujours. Elle rencontrait toujours les épouses de ministres. Elle dînait toujours aux côtés de Kingsley avec une élégance discrète. Mais derrière ses hochements de tête discrets et ses expressions pensives, son esprit était calculateur. Elle étudiait attentivement sa routine, non pas pour le piéger, mais pour comprendre ce qui avait changé. Lorsque Kingsley évoqua en passant une prochaine visite d'État à Genève, son cœur fit un bond. Il n'avait jamais parlé de cette ville auparavant. Pas une seule fois durant leurs années ensemble. Mais maintenant, elle flottait nonchalamment dans sa bouche. Suzanne hocha simplement la tête, les lèvres légèrement entr'ouvertes en signe d'acquiescement, mais ses pensées s'enfoncèrent dans des eaux plus profondes. S'il refusait de parler du passé, elle trouverait quelqu'un qui le ferait. Son premier pas fut dans son propre sanctuaire, les archives présidentielles. Elle avait pleinement accès à une partie de la villa que très peu de gens voyaient, des pièces où étaient conservés les journaux de réunion à l'étranger, les photos et les documents de voyage. Avec une insistance discrète,
Elle demanda l'accès au registre des invités présidentiels des 5 dernières années. Elle savait ce qu'elle cherchait, une visite officielle à Genève ou des références aux réunions de voyage auxquelles Kingsley avait participé avant de devenir première dame. Ses doigts parcoururent des carnets et des dossiers reliés en cuir, et finalement, le 3e soir de ses recherches, elle le trouva. Une visite diplomatique prévue à Genève, en Suisse, les 9 et 14 janvier, il y a 3 ans. Parmi les accompagnateurs figurait une petite délégation de ministres, des agents de sécurité et un conseiller culturel étranger, au nom inconnu, et Suzanne entoura délicatement ce nom du bout du doigt. Ce nom de famille ne figurait dans aucune liste ministérielle. Il n'apparaissait pas non plus dans les dossiers diplomatiques actuels. Mais quelque chose en lui hantait ses pensées comme un fil à tirer. Son geste suivant exigeait de la subtilité. Elle commença à poser des questions innocentes, d'abord à son assistante, puis discrètement à 2 hauts fonctionnaires du bureau de la planification présidentielle. Vous souvenez-vous de qui s'occupait de la logistique du voyage à Genève il y a 3 ans? Demanda-t-elle à l'un d'eux, feignant la curiosité pour un discours qu'elle prétendait rédiger. Les réponses sont venues avec hésitation au début. Certains ont haussé les épaules. D'autres ont semblé perplexes. Mais un employé discret, Emmanuel, a offert une pièce du puzzle sans s'en rendre compte. Ce voyage, a-t-il demandé en se frottant le menton. Je crois que mademoiselle Lara s'est occupée de la plupart des préparatifs à l'époque. Elle a été transférée du protocole à votre équipe l'année dernière. Vous vous souvenez? Celle qui gère les commandes de fleurs maintenant? Suzanne hocha lentement la tête. Bien sûr. Lara. Cette femme à la voix douce, à l'accent britannique sec et au timing impeccable. Elle avait toujours semblé inoffensive. Mais maintenant, avec ce nom de S. Godaro résonnant dans l'esprit de Suzanne, elle se demandait à quel point Lara était inoffensive. Ce soir-là, Suzanne observa Lara de plus près. Elle remarqua la façon dont la femme se déplaçait, toujours silencieuse, toujours avec précaution, son bloc-notes toujours à portée de main. Suzanne nota ses trajets dans la villa, le couloir ouest, l'entrée de la salle de presse et, curieusement, ses fréquents arrêts au service du courrier, qui n'avaient rien à voir avec son rôle actuel. Puis elle se souvint d'autre chose. L'enveloppe noire de Genève n'avait pas transité par les canaux officiels. Lara aurait-elle pu l'intercepter? L'avoir livrée elle-même? Si oui, quel était le motif? Était-ce un avertissement, un test ou une menace? Suzanne n'avait pas de réponse, seulement des questions de plus en plus nombreuses. Mais maintenant, elle était sûre d'une chose, quelqu'un lié à cette photo se trouvait toujours dans la villa. Et si cette personne avait accès à son emploi du temps, à son courrier et à son passé, elle en saurait peut-être bien plus qu'elle ne le pensait. Pour l'instant, Suzanne gardait le silence. Mais sous son silence, quelque chose de percutant se formait. Une stratégie. Elle ne se laisserait pas berner. Plus jamais. Il y avait quelque chose de différent chez Olamide Agei ces derniers temps, quelque chose de trop subtil pour que la plupart des gens le perçoivent, mais pas pour Suzanne. En tant que principal conseiller personnel du président et assistant de longue date, Olamide avait toujours été calme, calculateur et d'une discrétion magistrale. Il était aux côtés de Kingsley depuis près de 10 ans, bien avant que Suzanne n'entre à la villa. Il connaissait le pouls de chaque réunion diplomatique, le mot de passe de chaque téléphone rouge et le rythme des humeurs de Kingsley comme sa poche. Mais récemment, ses habitudes avaient légèrement changé. Suzanne s'en était aperçue pour la première fois lors d'un petit déjeuner d'affaires. Olamide, habituellement attentif et posé, s'était excusé quelques instants avant l'arrivée d'un dossier sensible. Puis, lors d'une réunion d'information politique, il semblait distrait, prenant des notes non pas dans son bloc-notes habituel, mais dans un carnet personnel en cuir noir qu'il rangeait avant que quiconque puisse y jeter un coup d'œil. Ce n'était pas alarmant au début. Juste, curieux. Suzanne commença à observer ses mouvements en silence. Elle n'avait pas besoin de le suivre. Elle écoutait simplement. Ses heures d'arrivée devinrent irrégulières. Il commença à prendre des appels privés dans la cour devant les quartiers présidentiels au lieu de son bureau. Plus d'une fois, elle le croisa dans le couloir où il parut surpris de la voir, ajustant son ton au milieu d'une phrase comme pour lui cacher la conversation. Et puis il y avait les dossiers. Plusieurs dossiers administratifs mineurs relatifs aux déclarations aux médias et aux dossiers des invités avaient temporairement disparu du système de suivi interne et étaient réapparus quelques jours plus tard, marqués comme mis à jour. Personne ne s'en était aperçu. Personne, sauf Suzanne, qui avait récemment commencé à recouper les modifications internes après la mystérieuse fuite.
Les incohérences étaient mineures, mais suffisamment constantes pour paraître délibérées. Le schéma s'est accentué un matin lorsque Kingsley a évoqué un changement d'horaire, le report d'une réunion à huis clos avec des investisseurs étrangers. Suzanne, qui avait examiné l'horaire la veille, a trouvé ce changement étrange. « Avez-vous demandé ce changement » demanda-t-elle doucement. « Non » répondit Kingsley en feuilletant ses notes d'information. « Olmide a dit qu'il y avait un conflit de votre côté. » Suzanne haussa un sourcil, cherchant à dissimuler son inquiétude. Elle n'avait demandé aucun changement. Plus tard dans l'après-midi, elle s'adressa à son assistante et confirma que son agenda était toujours libre. Ce n'était pas une confusion. C'était une décision discrète. Olmide avait pris une décision subtile sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive à temps. Suzanne savait que ce n'était pas la première fois, et soudain, les pièces du puzzle s'assemblèrent comme un puzzle invisible. Olmide avait accès à leurs agendas, leurs communiqués de presse, leurs listes d'invités, et surtout, à leur confiance. Ce soir-là, assise aux côtés de Kingsley lors d'une réception médiatique, Suzanne repensa à Lara et à la photo divulguée. Et si la fuite ne venait pas de quelqu'un d'inférieur à elle, mais d'un proche, et si la photo de Genève n'était pas seulement destinée à Suzanne, mais faisait partie d'un récit plus vaste? Un récit où quelqu'un de très proche orchestrait des histoires, réorganisait des moments et semait discrètement le doute. Olmide était avec Kingsley depuis assez longtemps pour tout savoir. Assez longtemps pour se fondre dans la masse. Et cela le rendait dangereux, non pas parce qu'il avait commis une faute flagrante, mais parce qu'il avait tout fait discrètement et correctement. Trop bien. Suzanne ne fit pas part de ses soupçons, pas encore. Mais tandis qu'elle observait Olmide de l'autre côté de la pièce, debout juste derrière le projecteur, les bras croisés, le regard perçant, elle commença à se demander si la véritable menace ne résidait pas dans le passé ou dans des lettres secrètes, mais bien là, dans l'ombre du pouvoir. Tout avait commencé de façon assez innocente. Suzanne avait demandé à l'un des principaux assistants de la villa de déposer une pile de vieux dossiers d'information dans le bureau de Kingsley pour archivage, et les papiers, non marqués mais soigneusement noués d'un ruban marron, étaient restés sur le bord de son bureau en acajou. Kingsley avait été appelé à une conférence virtuelle improvisée avec un envoyé commercial européen, la laissant seule dans son bureau. Ce n'était pas inhabituel. Elle aidait souvent à organiser des documents, surtout en amont d'événements diplomatiques majeurs. Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse, feuilletant des dossiers, classant les dossiers par date et dépoussiérant plusieurs étagères restées inutilisées depuis des mois. C'est en cherchant une liasse de comptes rendus de réunion qu'elle remarqua une légère rainure sous le tiroir du bas du bureau, contrairement aux autres. Celui-ci n'avait ni étiquette ni poignée. Juste un trou de serrure à peine visible, niché dans l'ombre des boiseries. La curiosité l'assaillit. Suzanne n'était pas du genre à fouiner, mais quelque chose dans le tiroir semblait étrange, comme un murmure caché à la vue de tous. Elle fouilla les tiroirs et les classeurs du placard voisin, trouvant finalement une petite clé en laiton posée entre des presse-papiers dans le coin le plus éloigné. Elle convenait. Le tiroir s'ouvrit avec un léger clic, le bois gémissant doucement comme s'il s'éveillait. À l'intérieur se trouvait un livre relié en cuir aux bords effilochés, avec un monogramme doré délavé sur la couverture, J.M. En dessous, un foulard en soie plié et une enveloppe jaunie, cassant à force d'âge. Suzanne sortit le livre en premier et l'ouvrit à la première page. Son souffle s'arrêta. L'écriture était délicate, bouclée et résolument féminine. Ce n'était pas celle de Kingsley, ni celle de son assistante. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait écrit de longs passages personnels, les uns après les autres. En haut de la deuxième page, un nom lui fit battre le cœur, Juliana Macu. Juliana Macu. Suzanne n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Mais en tournant les pages, elle commença à comprendre. Ce n'était pas une femme comme les autres. C'était le premier amour de Kingsley. Une femme qui l'avait accompagné à Genève. Une femme qui avait rêvé, espéré et, à en croire les écrits, attendu un avenir qui n'est jamais venu. Un passage disait « Nous reviendrons plus forts après les élections ». Mais le pouvoir change les promesses d'un homme plus vite que le temps ne le pourrait. Un autre disait « Je comprends maintenant ». Je ne correspondais pas à la personnalité qu'ils souhaitaient voir au pouvoir. Ils m'ont donc effacé discrètement, et il les a laissés faire. Les notes étaient crues, parfois poétiques, parfois amères. Il n'y avait aucune accusation, seulement de la résignation. Suzanne continuait sa lecture, incapable de s'arrêter.
Chaque page lui révélait une facette de l'homme qu'elle croyait avoir pleinement connu. Non pas à cause d'une infidélité ou d'une trahison, mais à cause d'un choix fait il y a longtemps, en silence. Les dernières pages étaient datées de quelques mois seulement avant la rencontre de Kingsley avec Suzanne. La dernière entrée disait simplement « Il n'appelle plus ». Mais j'écoute toujours ses discours. Je me demande s'il se souvient de mon rire quand les caméras sont éteintes. Suzanne ferma lentement le journal, les mains froides. Elle resta assise un long moment, le livre posé sur ses genoux, l'esprit en ébullition. Cette femme, Juliana, avait fait partie du passé de Kingsley. Mais elle n'était pas seulement une flamme oubliée. Elle avait été réduite au silence, peut-être sacrifiée pour sa viabilité politique. Et Kingsley ne l'avait jamais mentionnée. Pas une seule fois. Pas même lorsqu'ils évoquaient leur passé lors de longues promenades dans les jardins de la villa. Il l'avait emportée en silence, enfermée dans un tiroir. Et maintenant, Suzanne comprenait que Genève n'était pas seulement une ville. Elle avait été le tournant d'une histoire que personne n'avait osé raconter à voix haute. Le journal avait perturbé Suzanne, mais pas dérangé. Il lui avait ouvert une fenêtre sur une version de Kingsley qu'elle ne connaissait pas, un homme capable d'un grand amour, mais aussi d'un grand silence. Pourtant, elle n'était pas encore en colère. Elle comprenait ce que signifiait le sacrifice, surtout dans la vie publique. Mais quelque chose lui semblait encore incomplet. Comme si le journal n'était pas la fin de l'histoire, mais simplement son début. La semaine suivante, elle retourna dans le bureau de Kingsley, absent pour une conférence de presse, déterminée à mettre de l'ordre dans les documents qu'elle avait laissés à moitié triés. Tandis qu'elle rangeait le classeur inférieur, un tiroir lourd et poussiéreux réservé aux correspondances juridiques, sa main effleura une fine chemise en papier Kraft, profondément enfoncée au fond, scellée d'un cachet de cire rouge et portant la mention « Confidentiel », usage interne. Elle portait leur nom à tous les deux, Kingsley, Donald, Suzanne Ikenna. Sa poitrine se serra. Lentement, elle sortit le dossier et le posa sur le bureau, le fixant quelques secondes avant de finalement briser le sceau. Le contenu était réduit, seulement 3 pages, attachées ensemble, datées de plusieurs mois avant que Kingsley ne la demande en mariage. Le papier à en-tête n'était pas présidentiel, il provenait du siège national du parti, tamponné et signé par 2 hauts responsables du parti. Le titre était « Stratégie d'alignement des relations préélectorales, phase 3 ». Les mains de Suzanne se glaçaient. Son regard parcourait le paragraphe d'introduction, le cœur battant plus fort à chaque mot. Le document établissait un calendrier des efforts de recalibrage de l'image publique suite aux difficultés rencontrées par Kingsley sous la précédente administration. Parmi les suggestions figurait un mariage symbolique et stratégique visant à réhabiliter l'image de Kingsley et à améliorer l'attrait auprès des électeurs féminins et des classes populaires. Il était conseillé que le futur conjoint du candidat incarne des qualités d'humilité, d'endurance et de proximité afin de soutenir le discours de réforme et d'humanité post-scandale, pouvait-on lire dans le texte. Et puis, sous le paragraphe, son nom, Suzanne Ikenna, recommandée en raison de son histoire captivante et de son profil psychologique favorable. Les doigts de Suzanne tremblaient lorsqu'elle tourna la 2e page, un résumé de son parcours, d'une précision douloureuse. Ses années de difficultés, son bref mariage avec Joshua, la couverture médiatique discrète de sa disparition et de sa réapparition, tout cela évoqué avec une froide objectivité. Il n'était question ni d'amour ni de destin, juste d'alignement stratégique. Elle fixa les signatures en bas. Celle de Kingsley n'en faisait pas partie. Cela lui donna une lueur d'espoir. Mais même cet espoir s'est évanoui lorsqu'elle a tourné la 3e page, une note manuscrite, non signée, inscrite dans un coin. Elle n'aura pas besoin de connaître toute l'étendue du rôle. Elle s'adaptera naturellement à ce rôle. Ce qui compte, c'est la victoire. Sa gorge est seca. La page devint floue. La pièce semble basculaire. Et pour la première fois depuis son entrée dans la villa, Suzanne se sentit comme une pièce d'un jeu très ancien auquel elle n'avait même pas réalisé qu'elle jouait. Elle plia soigneusement les papiers, les remit dans l'enveloppe et remit le dossier dans le tiroir, exactement comme elle l'avait trouvé. Elle ne voulait pas que quiconque sache qu'elle l'avait vu. Pas encore. Elle sortit du bureau, l'air calme, la démarche assurée. Mais intérieurement, son esprit tournait en rond. Son mariage était-il fondé sur la sincérité ou sur une stratégie? Avait-elle été choisie par amour ou parce qu'elle correspondait à un récit conçu par quelqu'un d'autre? Kingsley était-il au courant de l'existence du document? Ou pire, avait-il accepté en silence,
pensant qu'elle ne le découvrirait jamais. Les réponses n'arrivaient pas. Seules les questions arrivaient, par vagues. Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans son lit, écoutant le rythme calme de sa respiration, Suzanne fixait le plafond de ses yeux écarquillés, sans sommeil. La vie qu'elle avait bâtie, le palais, le pouvoir, la paix, lui semblaient soudain un décor construit autour d'elle. Et elle ignorait qui avait réalisé le scénario. L'annonce officielle était simple. La première dame s'absenterait pour un week-end tranquille, strictement pour se reposer et récupérer, selon l'attaché de presse. La déclaration était formulée avec douceur, sans aucune spéculation. Même Kingsley y avait cru. Après tout, Suzanne semblait fatiguée ces derniers temps, le regard un peu terne, le sourire plus affirmé. Elle-même avait semé la graine quelques jours plus tôt, lui mentionnant nonchalamment au petit-déjeuner qu'elle se sentait un peu dépassée par ses engagements constants. Kingsley, accablé par des briefings de sécurité successifs, avait hoché la tête en signe de compréhension et promis à son équipe d'organiser un moment de détente. Vendredi matin, Suzanne avait fait ses valises. 2 assistants l'accompagnèrent jusqu'au cortège, et elle salua gracieusement les caméras tandis que son convoi s'éloignait des grilles de la villa. Mais ce que personne ne savait, ni son équipe, ni son mari, ni même son plus proche collaborateur, c'est que le complexe hôtelier indiqué dans son itinéraire était un leurre. Suzanne avait organisé quelque chose de complètement différent. Le chauffeur qui l'avait récupéré après le 2e contrôle était un cousin maternel de confiance, quelqu'un qui n'était pas affilié à la sécurité de la villa. Elles échangèrent leur véhicule dans un quartier calme de Wistow, et Suzanne enfila des vêtements décontractés, son foulard de soie rentré pour se protéger le visage. Sa destination, une résidence privée en périphérie de Kaduna, où ses recherches avaient permis de retrouver l'un des noms liés au voyage à Genève, L. Ighodaro, présumé être le frère du mystérieux S. Ighodaro d'après les documents présidentiels. Suzanne avait discrètement demandé des renseignements à un archiviste privé en qui elle avait confiance à Abuja, un homme âgé qui devait une faveur à sa défunte mère. L'information était parvenue discrètement, sans laisser de traces. Aucune trace politique. Juste une adresse. Elle ignorait ce qu'elle s'attendait à trouver, seulement que le nom figurant dans les archives de Genève et le regard de Kingsley sur cette photo avaient éveillé en elle une soif de vérité, aussi douce ou douloureuse soit-elle. Le trajet jusqu'à Kaduna fut long et silencieux. Suzanne regardait par la fenêtre la savane défiler dans ses chaudes teintes dorées. Ses pensées oscillaient entre passé et présent, entre la jeune fille autrefois abandonnée comme un chiffon et la femme désormais enveloppée de mystère et de soie. Elle avait cru que devenir première dame serait la fin de son histoire, mais ce n'était que le début. Ce qui la hantait désormais n'était pas la trahison au sens habituel du terme, mais la possibilité qu'elle ait été un symbole nécessaire au jeu de quelqu'un d'autre. Elle serrait fermement son petit sac en cuir, à l'intérieur duquel se trouvaient 2 photos pliées, une copie du document scellé et le nom qu'elle avait écrit, Lena Ighodaro. Ce nom était le fil conducteur. Le dénouement, croyait-elle, commencerait là. Ils arrivèrent juste avant le crépuscule. La voiture s'arrêta à côté d'un modeste bungalow bien entretenu, dont les bougainvilliers lilas débordaient du portail. Cela ne ressemblait pas à la maison d'un homme dangereux, ni à celle d'un dépositaire de secrets d'État. L'endroit semblait calme et paisible, mais Suzanne avait appris depuis longtemps que les apparences ne comptaient pas. Elle sortit lentement, ses sandales faisant crisser le gravier sous ses pieds. Son cœur battait à un rythme régulier, mais son esprit était alerte. Elle ne demanda pas au chauffeur d'attendre. Elle frappa, parla et écouta. Elle n'était pas là pour accuser, mais pour comprendre. Elle ajusta son écharpe, se dirigea vers le portail et appuya sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, une voix douce répondit dans le haut-parleur. « Oui ?» Suzanne marqua une pause avant de répondre, d'une voix calme mais claire. « Je cherche Lena Ighodaro. Je crois qu'elle a connu quelqu'un de très proche. » Il y a eu un long silence, suivi d'un léger clic. Le portail s'ouvrit en grinçant et Suzanne franchit le seuil, inconsciente que ce qui l'attendait de l'autre côté allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Une odeur de sel marin flottait dans la brise tandis que Suzanne pénétrait dans la petite propriété. Alors qu'elle s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire, peut-être des gardes, une atmosphère de secret, ou tout au moins de résistance, elle découvrit à la place une humble maisonnette couverte de lierre, posée sur un terrain paisible près du rivage. Le portail s'était ouvert facilement. Pas de caméra, pas de porte verrouillée, pas de chien qui aboie. Juste du calme.
Un rythme lent, loin de la grandeur et de l'obsession d'Ozorok. Une femme apparut sur la véranda peu après que Suzanne soit entrée dans l'enceinte. Elle avait la soixantaine, une allure royale, les cheveux noués dans un foulard lavande pâle. Son visage ne trahissait aucune surprise, seulement la reconnaissance. « Tu as fait du chemin » dit-elle doucement. Sa voix n'était ni froide ni chaleureuse, juste factuelle. Suzanne hocha légèrement la tête, incertaine encore de ce qui l'attendait. « Je ne voulais pas déranger. J'avais besoin de clarté, répondit-elle, les mains jointes. La femme la regarda de haut en bas, puis lui fit signe d'un banc en bois. « Viens, two Lumerites. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes, tandis que les vagues s'écrasaient doucement au loin. La femme s'appelait Lena Iguodaro. Elle se déplaçait avec la grâce de quelqu'un qui s'était retiré depuis longtemps d'un monde exigeant de la précision, tout en conservant la dignité de celui qui s'était autrefois tenu près de son centre. Suzanne ne perdit pas de temps. Elle sortit la photo de son sac à main, celle de Kingsley et de la femme au manteau bleu. Elle la lui tendit. Lena la prit délicatement, la fixant sans cligner des yeux. « Cela a été pris le matin de son départ de Genève, » dit doucement Lena. Il ne savait pas que quelqu'un l'avait prise. Elle non plus. Susan retint son souffle. Elle, Lena hocha la tête. Juliana, ma petite sœur. Les mots frappèrent Suzanne comme une rafale de vent. Les pensées de Suzanne se trouvèrent confuses l'espace d'un instant. Elle avait assumé une relation politique. Une collègue. Mais ça, c'était personnel. Sa famille. Elle l'aimait, ajouta Lena. Et il l'aimait. Mais l'amour a du mal à survivre à la politique. Suzanne ne l'interrompit pas. Elle resta immobile tandis que Lena parlait, non pas avec amertume, mais avec l'attachement éprouvé de quelqu'un qui avait maintes fois raconté cette histoire dans sa tête. Elle a expliqué comment Kingsley et Juliana s'étaient rencontrés lors d'un programme de diplomatie culturelle avant qu'il n'ait pleinement déclaré ses ambitions présidentielles. Leur connexion fut immédiate et intense. Mais à mesure que la renommée de Kingsley commençait à grimper, les stratèges du parti ont clairement fait comprendre que Juliana, militante déclarée et fille d'un rival politique, était un handicap. Son nom, son héritage, et même sa franchise, devinrent un obstacle. On lui dit qu'il devait faire un choix, dit Lena, les yeux rivés sur l'horizon. Et il choisit l'héritage plutôt que l'amour. La gorge de Susan s'asserra. Elle repensa au journal. Au silence. Le tiroir verrouillé. A-t-il jamais tendu la main après? Demanda-t-elle. Lena la regarda pour la première fois, ses yeux remplis d'une lueur que Suzanne ne pouvait nommer. Il l'a fait, mais pas pour se battre pour elle. Juste pour s'excuser. Discreetment. En privé. Après t'avoir rencontré. Les mots se sont installés comme un brouillard autour de Suzanne. Elle avait imaginé bien des possibilités, des erreurs, une distance émotionnelle, un passé douloureux. Mais ça, c'était une histoire d'amour enfouie sous des ambitions politiques. Et elle était devenue l'héritière non seulement du cœur de Kingsley, mais aussi des choix qu'il n'avait pas lutté pour défaire. « Je ne te blâme pas, » dit doucement Lena. « Il t'aime vraiment. Je le vois à la façon dont il te regarde à la télé et à la façon dont il prononce ton nom. » Mais Suzanne n'a pas répondu. Ses mains reposaient silencieusement sur ses genoux, son cœur battant la chamade. La femme du cottage lui avait apporté la clarté, certes, mais pas la paix. Alors qu'elle se levait pour partir, Lena l'accompagna jusqu'au portail. « Souviens-toi, dit doucement Lena, le pouvoir a toujours un prix. La question, quelle histoire est effacée pour laisser la place à une autre ?» Suzanne ne dit rien. Elle monta dans la voiture qui attendait dehors et ferma la portière, les doigts serrés plus fort que jamais sur la photo. Elle était venue pour y voir plus clair. Mais la vérité, réalisa-t-elle, était bien plus lourde que les soupçons. Une odeur de sel marin flottait dans la brise lorsque Suzanne entra dans la petite propriété. Elle s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire, peut-être des gardes, une atmosphère de secret, ou à tout le moins de résistance, mais elle découvrit à la place une humble maisonnette couverte de lierre, posée sur un terrain tranquille près du rivage. Le portail s'était ouvert facilement. Pas de caméra, pas de porte verrouillée, pas de chien qui aboie. Juste du calme. Un rythme lent, bien loin de la grandeur et de l'attention d'Ozorok. Une femme apparut sur la véranda peu après l'entrée de Suzanne dans l'enceinte. Elle avait la soixantaine, une posture majestueuse, les cheveux noués dans un foulard lavande pâle. Son visage ne trahissait aucune surprise, seulement de la reconnaissance.
Tu as fait du chemin, dit-elle doucement. Sa voix n'était ni froide ni chaleureuse, juste factuelle. Suzanne hocha légèrement la tête, incertaine encore de ce qui l'attendait. Je ne voulais pas déranger. J'avais besoin de Clark, répondit-elle, les mains jointes. La femme la regarda de haut en bas, puis lui fit signe vers un banc en bois. Viens, tout le monde bien. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, les vagues s'écrasant doucement au loin. La femme s'appelait Lena. Lena Iguodaro. Elle se déplaçait avec la grâce de quelqu'un qui s'était retiré depuis longtemps d'un monde exigeant de la précision, tout en conservant la dignité de celui qui s'était autrefois tenu près de son centre. Suzanne ne perdit pas de temps. Elle sortit la photo de son sac à main, celle de Kingsley et de la femme au manteau bleu. Elle la lui tendit. Lena le prit doucement, le fixant sans cligner des yeux. Cela a été pris le matin de son départ de Genève, dit Lena doucement. Il ne savait pas que quelqu'un l'avait pris. Elle non plus. Suzanne retint son souffle. Elle, Lena hocha la tête. Juliana, ma petite sœur. Ces mots m'ont frappé comme une rafale de vent. Les pensées de Suzanne se trouvèrent confuses un instant. Elle avait pris un lien politique. Un collègue. Mais ça, c'était personnel. Sa famille. Elle l'aimait, ajouta Lena. Et il l'aimait. Mais l'amour a du mal à survivre à la politique. Suzanne ne l'interrompit pas. Elle resta immobile tandis que Lena parlait, non pas avec amertume, mais avec le détachement éprouvé de quelqu'un qui avait maintes fois raconté cette histoire dans sa tête. Elle expliqua comment Kingsley et Juliana s'étaient rencontrés lors d'un programme de diplomatie culturelle, avant qu'il n'ait pleinement déclaré ses ambitions présidentielles. Leur connexion fut immédiate et intense. Mais à mesure que le nom de Kingsley gravissait les échelons, les stratèges du parti ont clairement fait comprendre que Juliana, militante engagée et fille d'un rival politique, représentait un handicap. Son nom, son héritage, et même son franc-parler, sont devenus un obstacle. Ils lui ont dit qu'il devait faire un choix, a déclaré Lena, les yeux rivés sur l'horizon. Et il choisit l'héritage plutôt que l'amour. La gorge de Susan s'asserra. Elle pensa au journal. Le silence. Le tiroir verrouillé. A-t-il jamais tendu la main après? Demanda-t-elle. Lena la regarda pour la première fois, ses yeux emplis d'une pensée que Suzanne ne pouvait nommer. Lui, oui, mais pas pour se battre pour elle. Juste pour m'excuser. Discretement. En privé. Après ta rencontre, les mots se sont dissipés comme un brouillard autour de Suzanne. Elle avait imaginé de nombreuses possibilités, des erreurs, une distance émotionnelle, un passé douloureux. Mais ça, c'était une histoire d'amour enfoui sous des ambitions politiques. Et elle était devenue l'héritière non seulement du cœur de Kingsley, mais aussi des choix qu'il n'avait pas lutté pour défaire. Je ne te blâme pas, dit doucement Lena. Il t'aime. Je le vois à la façon dont il te regarde à la télé et à la façon dont il prononce ton nom. Mais Suzanne ne répondit pas. Ses mains reposaient silencieusement sur ses genoux, son cœur battant la chamade. La femme du cottage lui avait apporté la clarté, certes, mais pas la paix. Alors qu'elle se levait pour partir, Lena l'accompagna jusqu'au portail. « Souviens-toi, dit doucement Lena, le pouvoir a toujours un prix. La question est, quelle histoire est effacée pour laisser la place à une autre ?» Suzanne ne dit rien. Elle monta dans la voiture qui l'attendait dehors et ferma la portière, serrant la photo plus fort qu'auparavant. Elle était venue pour obtenir des éclaircissements. Mais la vérité, réalisa-t-elle, était bien plus lourde que les soupçons. Silencieux à sa manière, majestueux, mesuré, empli de ce silence qui naît de la conscience que tout en lui bouge avec détermination. Mais lorsque Suzanne revint, ce silence lui parut différent. Ce n'était pas le calme de la paix. C'était le silence d'avant la question. Elle sortit du cortège juste au moment où le soleil disparaissait derrière elle. À l'ouest de la villa, baignant la pierre d'une lumière dorée. Le personnel était aligné respectueusement dans le couloir, s'inclinant à son passage, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Sa posture était la même, élégante, posée, mais la chaleur qui l'enveloppait habituellement comme un parfum s'était atténuée. Personne ne le remarqua immédiatement. Personne n'osa poser la question. Mais lorsqu'elle atteignit sa suite, même son assistante personnelle, Naine, marqua un temps d'arrêt avant de parler. « Voulez-vous que je révise votre itinéraire pour demain, madame ?» Suzanne lui adressa un doux sourire et répondit. « Partons demain pour demain. » La réponse était calme, mesurée, mais pas dans son genre. Kingsley était dans le bureau à son retour,
lisant un rapport législatif remis en fin d'après-midi. Lorsque Suzanne entra, il leva les yeux avec un sourire soulagé. « Voilà !» dit-il en se levant. « Je n'avais pas réalisé à quel point cet endroit était calme sans toi. » Elle sourit et se pencha pour l'embrasser sur la joue, puis s'installa dans le fauteuil en face du sien. « Comment était l'hôtel » demanda-t-il en lui versant un verre d'eau. « Paisible » répondit-elle, son regard se tournant vers la fenêtre. « Beaucoup de réflexion. J'en avais besoin. » Kingsley hocha lentement la tête, l'observant attentivement. Il était habitué à décrypter les événements, à décrypter les gens, surtout la femme qu'il avait épousée. Et quelque chose chez elle semblait légèrement décalé. Ses paroles étaient douces, son ton chaleureux, mais il y avait une pause entre chaque phrase. Une réflexion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ne posa plus de questions. Du moins pas encore. Mais quelque chose bougea dans son ventre. Pendant le dîner, Suzanne parla moins que d'habitude. Non pas distraitement, elle était présente, écoutait, répondait. Mais elle n'engageait pas la conversation. Elle ne posait pas de questions sur les événements de la semaine, ni ne commentait la cuisine. Elle était assise comme une femme qui revient d'une porte, incertaine de ce qu'elle a laissé derrière elle. Kingsley tenta un dialogue décontracté. « Le projet de loi sur l'éducation pourrait enfin être adopté cette semaine, dit-il, entre deux bouchées. » Suzanne hocha la tête pensivement. « C'est bien. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. » Ces mots résonnèrent comme des plumes, polies, maîtrisées, légères. Au bout d'un moment, Kingsley se laissa aller dans son fauteuil et l'observa. « Tu as changé » dit-il doucement. « Pas dans le mauvais sens du terme. Juste, quelque chose a changé. » Suzanne leva les yeux vers lui, l'air indéchiffrable. « Parfois, une pause donne un nouveau rythme, » répondit-elle. Puis, tout aussi calmement, elle s'excusa, prétextant une pause matinale. Plus tard dans la soirée, Kingsley se tenait près de la fenêtre de leur chambre commune, observant la cour en contrebas. Suzanne était au lit, face à la direction opposée, la respiration lente et régulière. Il ne parvenait pas à se défaire de l'impression qu'elle était revenue avec une valise pleine de silence, sans vêtements. Quelque chose s'était produit pendant son week-end, quelque chose qu'elle n'avait pas dit. Et ce silence avait plus de poids que n'importe quel argument. Il savait qu'il valait mieux ne pas insister. Suzanne n'était pas du genre à réagir par la force. Quand elle serait prête, elle parlerait. Mais alors qu'il éteignait la lumière et se glissait dans le lit à côté d'elle, il réalisa quelque chose de dégrisant. Même en amour, il y a des facettes d'une personne qu'on ne connaît peut-être jamais pleinement. Il la regarda une fois de plus, puis fixa le plafond. Le silence qui suivit, les vérités non dites entre eux, devinrent plus fortes que les mots. Ce dîner privé se voulait intime, un de ces rendez-vous à huis clos où les alliances se nouent, où les accords formels se chuchotent entre les bouchées de caviar et le cliquetis des verres. Organisé dans la salle à manger privée de l'aile et de la villa, cet événement avait été organisé au pied levé. La liste des invités avait été soigneusement sélectionnée par Kingsley lui-même. 2 ministres d'Afrique de l'Ouest en visite, un magnate du pétrole de Port Harcourt, un professeur de Harvard actuellement consultant en développement africain, et un nom que Suzanne ne reconnaissait pas sur la carte de placement officielle. M. Adilu Akinyemi, agent de liaison indépendant du Forum politique UE-Afrique. Cela semblait assez routinier. Le personnel avait fait ses briefings habituels, et Suzanne, plus par habitude que par intérêt, avait parcouru les biographies avant l'événement. Mais lorsqu'elle entra dans la salle chaleureusement éclairée, vêtue de douces soies dorées, son regard se posa sur quelqu'un assis de l'autre côté de la table et son pouls s'emballa instantanément. Il était assis à côté du professeur de Harvard, vêtu d'un cafetan bleu marine, ses lunettes à monture argentée luisant légèrement sous le lustre. Son visage était posé, détendu même, avec le sourire d'un politicien et la posture d'un diplomate. Mais Suzanne connaissait ce visage. Elle l'avait déjà vu, cadré, souriant faiblement, debout à côté de Kingsley et de la femme au manteau bleu sur cette photo de Genève désormais tristement célèbre. Le nom de l'homme n'était pas inscrit au dos, mais c'était bien lui. Il se tenait en retrait, près de la balustrade du café, observant le couple avec une expression trop calme pour être une coïncidence. Et maintenant, il était là, sous un titre complètement différent, sans aucune mention de Genève, sans aucune trace de lien passé. Les doigts de Suzanne se recroquevillèrent légèrement sous la table, son visage restant placide. Personne d'autre ne semblait le reconnaître. Pas même Kingsley, qui l'accueillit avec le même charme affable qu'il offrait à tous les invités de marque.
Susan resta assisa en silence tandis que la conversation s'écoulait. L'homme, Akinyemi, s'exprimait avec aisance, offrant un éclairage stratégique sur les initiatives de la jeunesse ouest-africaine, citant des changements de politique et des études de cas. Il se comportait comme un conseiller chevronné, se fondant aisément dans le rythme de la salle. Personne ne questionnait sa présence. Mais Suzanne l'observait attentivement, remarquant ses regards qui se posaient sur elle de temps à autre, non par admiration ou curiosité, mais comme pour mesurer sa conscience. Elle souriait quand il le fallait, hochait la tête de temps en temps et buvait de petites gorgées d'eau, mais son esprit s'emballait rapidement. Que faisait-il ici? Sa présence était-elle délibérée, ou une coïncidence orchestrée par quelqu'un d'autre? Kingsley ne se souvenait-il vraiment pas de lui, ou faisait-il semblant? 1000 questions se bousculaient sous son calme. Elle passa lentement sa fourchette sur le bord de son assiette, comme pour percer des couches de silence. Au dessert, rien n'avait été dit, mais tout avait basculé. Suzanne s'excusa et alla aux toilettes à mi-repas, non pas parce qu'elle avait besoin d'une pause, mais parce qu'elle avait besoin de respirer. Debout devant le lavabo en marbre, elle fixait son reflet, se souvenant des paroles de Lena. Le pouvoir a toujours un prix. Peut-être cet homme, Akinyemi, faisait-il partie du prix. Lorsqu'elle revint à la table, il leva brièvement les yeux et sourit. Elle lui rendit son geste, comme on reconnaît une ombre passant devant une fenêtre fermée. Personne d'autre ne savait ce qu'elle savait désormais. Le dîner n'avait jamais été privé. Pas vraiment. Quelqu'un d'autre était entré. Et maintenant, la question n'était plus de savoir qui il était, mais pourquoi il était venu. L'invitation arrivait dans une enveloppe bleu marine polie, estampillée du sceau de la coalition panafricaine pour le leadership des femmes, un nom que Suzanne admirait depuis longtemps, avant même d'entrer dans la vie publique. La lettre à l'intérieur était aussi flatteuse qu'officielle. La coalition entamait une tournée de politique étrangère et culturelle de 12 jours dans certains pays européens, avec des sommets à Berlin, Bruxelles et Paris. Suzanne avait été choisie avec soin pour rejoindre la délégation en tant qu'invitée d'honneur et conférencière principale. Son histoire, selon le comité, avait transcendé le symbolisme politique pour devenir un témoignage vivant de la grâce dans les coulisses du pouvoir. Le programme était impeccable, rencontres avec des chanceliers, tables rondes avec des femmes influentes, visites de musées privés et reportages sur une émission internationale. C'était, à tous égards, le genre d'événement qu'une première dame déclinerait rarement. Et pendant un instant, Suzanne envisagea d'accepter. Elle demanda même à son assistante de le noter. Mais le lendemain matin, en lisant la liste des invités, elle s'arrêta net. Là, en bas de la deuxième page, juste en dessous du nom d'un économiste sud-africain réputé, figurait le nom d'Adilu Akinyemi, mentionné cette fois non pas comme agent de liaison politique, mais comme consultant en diplomatie stratégique. Le même homme que sur la photo de Genève. Le même homme que lors du dîner privé à la villa. Le même homme dont la présence persistait comme un parfum qu'elle n'avait pas porté, mais qu'elle respirait pourtant. Suzanne fixait le nom, son index planant au-dessus des lettres imprimées, comme si leur contact pouvait allumer quelque chose. Elle se laissa aller lentement dans son fauteuil, expirant avec une retenue prudente. L'invitation ne lui paraissait plus prestigieuse. Elle lui semblait une porte, et de l'autre côté se trouvait une conversation qu'elle n'était pas prête à avoir dans un pays étranger, sous des lumières étrangères, entourée de sourires soignés et de caméras diplomatiques. Elle ignorait ses intentions ni comment il continuait à apparaître dans des lieux où elle ne l'avait pas invité. Mais une chose était sûre, il l'observait. Et cette fois, Suzanne n'entrerait pas aveuglément dans le cadre. Cet après-midi-là, elle s'est rendue au bureau de l'attaché de presse, l'air calme et déterminé. « Veuillez adresser une déclaration respectueuse à la coalition », a-t-elle déclaré. « Exprimez ma gratitude, mais veuillez les informer que je ne participerai pas à la tournée européenne. » L'attaché de presse cligna des yeux, perplexe. « Madame, vous êtes le personnage central de la plupart de leurs supports promotionnels. Tout va bien? » Susan sourit. « Oui, tout va bien. Mais certaines choses sont plus importantes que la visibilité. » La secrétaire hocha lentement la tête, visiblement perplexe. De retour dans sa chambre, Suzanne s'assit au bord de la chaise longue près de la fenêtre et regarda la pluie ruisseler sur la vitre. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Mais il y avait quelque chose de troublant dans la facilité avec laquelle son passé s'était mis à la rôder, enveloppé de nouveaux noms, de nouveaux titres, de regards familiers. Ce soir-là, Kingsley a évoqué la tournée au dîner.
J'ai entendu dire que vous aviez refusé la demande de la coalition. C'était inattendu. Suzanne leva les yeux de son repas, l'air serein. Je sentais que ce n'était pas le bon moment. Kingsley la stabilisa un instant, puis hocha la tête. Tu aurais volé la vedette. Elle esquissa un petit sourire. Ça n'a jamais été le but. Et sur ce, le sujet s'estompa. Mais en elle, une résolution silencieuse s'affirma. Décliner l'invitation n'était pas seulement une façon de fuir, c'était une stratégie. Une retraite, certes, mais à ses conditions. Si le passé avait appris à entrer dans le présent, vêtu de costumes neufs et de titres impeccables, alors elle apprendrait à le voir venir avant qu'il ne frappe. Pour l'instant, elle resterait dans l'ombre et observerait, car tous les champs de bataille ne sont pas faits pour être foulés. Certaines sont censées être démantelées avant même l'arrivée de l'adversaire. Le personnel de la villa changeait souvent, mais jamais sans préavis. C'était un protocole que Suzanne avait insisté sur lui dès son arrivée. Elle croyait en l'ordre, la transparence et la dignité, surtout pour ceux qui travaillaient dans l'ombre, pliant les draps, époussetant les lustres et arpentant le palais comme des ombres. Alors, quand son intendant lui annonça un matin, autour d'un thé, qu'une des jeunes femmes de chambre, Halima, avait été mutée dans une résidence provinciale, cela lui parut étrange. Il n'y avait eu aucune note. Pas d'adieu classique. Juste, disparu. Transfer, répéta Suzanne calmement, les yeux fixés sur le bord de sa tasse. Je croyais qu'elle était affectée ici, à long terme. L'intendant s'éclaircit la gorge. Oui, maman, c'était le plan. Mais on nous a dit qu'on avait besoin d'elle ailleurs. Le ton vague de son ton n'a pas plu à Suzanne. Halima n'avait rejoint la villa que 4 mois auparavant, mais elle était vive, observatrice. Pour quelqu'un d'aussi jeune, elle était particulièrement attentive à son environnement. Suzanne se souvenait des sourires subtils de la jeune fille, de ces questions que les autres n'osaient pas poser, toujours formulées avec innocence, toujours posées avec grâce. Suzanne attendit que l'intendant soit parti avant de se lever. Elle traversa lentement l'aile, repensant à ses souvenirs des derniers jours. Halima avait été affectée à sa suite de rotation. Elle avait accès au vestiaire, au bureau, et même au salon où Kingsley et ses conseillers tenaient parfois des réunions informelles. Suzanne se souvenait l'avoir vu 3 jours plus tôt, ajustant les glands des rideaux pendant qu'Olmit discutait avec l'un des attachés de presse près de la porte. À l'époque, cela semblait être un bruit de fond. Mais maintenant, cela semblait organisé. Elle commença à poser des questions discrètes. Non pas aux assistants supérieurs ou aux administrateurs, mais à ceux qui observaient tout, la blanchisseuse qui pliait les thés d'oreiller à l'aube, le jardinier qui balayait les feuilles mortes sur les marches du couloir, le majordome qui suivait les livraisons d'uniformes. Un à un, il livrait des bribes d'histoires non dites, jusqu'à ce que la suspicion commence à se former. Apparemment, Halima avait été convoquée pour examen après avoir été vue s'attardant près d'une alcôve de rangement lors d'une conversation à huis clos entre Olmit et l'un des agents du protocole externe. Personne ne savait ce qu'elle avait entendu. Personne ne prétendait savoir qui avait signalé sa présence. Mais en moins de 24 heures, elle avait disparu, transférée sans cérémonie dans une loge gouvernementale de moindre importance dans l'État de Cross River. C'était une rétrogradation déguisée en réaffectation. Et elle s'est déroulée assez discrètement pour éviter les questions. Mais pas celle de Suzanne. Plus elle regardait en profondeur, plus elle découvrait de schémas récurrents. Quelqu'un avait désinfecté les déplacements dans la villa, pas seulement les documents ou les dossiers, mais les personnes. Le genre de ménage qui ne se résume pas à l'ordre, mais au contrôle. Et Halima, avec son regard vif et son wi-fi, s'était approchée trop près de quelque chose qu'elle n'était pas censée entendre. Ce soir-là, Suzanne se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant la cour scintiller sous la lueur des lampes du palais. Elle pensait à Halima, où elle pouvait bien se trouver maintenant, et se demandait si elle avait raconté à quelqu'un ce qu'elle avait entendu avant d'être envoyée. Plus important encore, Suzanne se demandait qui avait orchestré sa sortie. Olamide? Lara? Quelqu'un d'autre? Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé à la porte, son assistante seule, l'informant du programme du lendemain. Suzanne hocha doucement la tête et la congédia, puis se dirigea vers son bureau. Elle ouvrit son journal, le tourna vers une page vierge et inscrivit 3 noms sous la rubrique « Mouvement à surveiller ». Puis, dans la marge, à côté de celui d'Halima, elle écrivit en petits caractères, délibérément, « Reporté, non muet ». Car s'il y avait une chose que Suzanne avait apprise à ce stade,
c'était que le silence n'était pas toujours synonyme de complaisance. Parfois, c'était une question de survie. La diffusion nationale était l'une des apparitions les plus attendues du mois, un événement annuel en direct où le président s'adressait à la nation aux côtés de la première dame, offrant un aperçu de leur vision commune du progrès social et de l'unité. Le décor était impeccable, l'éclairage parfait, et le public était sélectionné avec soin. Diplomates, jeunes ambassadeurs, responsables d'associations et quelques journalistes sélectionnés et approuvés des semaines à l'avance. Suzanne portait un ensemble bleu sarcelle profond, majestueux mais sobre, avec ses cheveux relevés en un élégant chignon. Kingsley était impeccable dans son higbata crème, sa montre-bracelet illuminant la lumière du studio tandis qu'il ajustait le micro fixé sur sa poitrine. Lorsqu'ils montèrent sur scène sous des applaudissements polis, tout semblait comme toujours, fluide, imposant, assuré. Mais après 20 minutes de discours, Suzanne l'a remarqué. C'était subtil, si subtil que la plupart des téléspectateurs ne l'auraient pas remarqué. Kingsley, parlant du projet de loi sur la réforme de l'éducation, a mal cité le nom d'une organisation partenaire. Au lieu de faire référence au Conseil pan-ouest africain d'apprentissage, il a parlé du cabinet panafricain de la jeunesse. Il a marqué une pause, s'est rapidement corrigé, a souri et a poursuivi. Le modérateur a laissé passer. Le public rit doucement. Mais le sourire de Suzanne se figea une fraction de seconde. Kingsley ne commettait jamais de telles erreurs, ni avec les noms d'institutions, ni lors de ses apparitions en direct, et encore moins lors de ses discours télévisés à l'échelle nationale. Elle le regarda du coin de l'œil et vit, l'espace d'un instant, le léger serrement de sa mâchoire, le mouvement presque imperceptible de sa main gauche, qu'il plaça sur sa nuque pendant les applaudissements. Il était déséquilibré, mentalement ailleurs. Ça ne lui ressemblait pas. Elle gardait une expression chaleureuse, une posture posée. Les caméras ne l'avaient jamais surprise à l'observer d'aussi près. Mais son esprit était en pleine ébullition. Il ne s'agissait pas d'épuisement, pas de celui que le repos guérit. C'était la posture d'un homme sous pression, de quelqu'un qui tente de maintenir deux mondes ensemble derrière son sourire. Après le discours, alors qu'il quittait la scène pour se diriger vers la salle d'attente derrière le rideau, Kingsley sourit et lui prit la main. « Bien joué », murmura-t-il. « Tu l'as porté comme toujours. » Elle hocha doucement la tête, lui serra la main une fois et dit « Tu as été formidable. » Mais les mots résonnèrent différemment à ses oreilles. Elle ne les prononça pas pour le rassurer, mais pour calmer sa réaction. Et l'éclair de soulagement qui traversa son visage confirma tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il n'était pas seulement fatigué. Il cachait quelque chose. De retour dans leur voiture officielle, en route vers la résidence, Kingsley était assis en silence à côté d'elle, ses doigts tapotant doucement son genou selon un rythme régulier. Suzanne regarda par la vitre teintée, les lumières de la ville se brouillant au passage. Elle revit ce moment dans sa tête. Le discours, le faux pas, la guérison. Pour n'importe qui d'autre, cela n'aurait eu aucun sens. Mais pour elle, c'était une fissure dans la façade polie d'un homme qui avait toujours affiché son contrôle. Elle ne l'affronta pas. Pas encore. Car Suzanne savait que lorsque la pression monte, la première erreur n'est pas celle qui détruit, mais celle qui révèle la faille. Et maintenant qu'elle l'avait vue, elle savait où écouter plus attentivement. Cette fois, elle est arrivée différemment. Ni dans une enveloppe, ni par la poste, ni par coursier. Il s'agissait d'un message numérique envoyé par courriel privé que Suzanne n'avait pas utilisé depuis des mois, un courriel qu'elle conservait uniquement pour ses échanges d'archives avec l'avocat de sa défunte mère. L'objet était vide. L'adresse de l'expéditeur, dissimulée sous une succession de lettres incompréhensibles, ne fournissait aucun indice. Son premier réflexe fut de le supprimer. Ce n'était pas le premier message suspect qu'elle recevait depuis son accession à la célébrité. Mais le timing, quelques jours seulement après le faux pas télévisé de Kingsley et le départ brutal d'Halima, la poussa à l'ouvrir. Il n'y avait que 2 pièces jointes. La première, encore la photo de Genève, la même qu'elle avait vue des semaines plus tôt, usée comme si elle avait parcouru trop de boîtes mail. La seconde était un fichier audio intitulé simplement « Écoutez ». Elle se laissa aller dans son fauteuil, les doigts planant au-dessus de la souris. Puis, lentement, elle cliqua. La voix qui s'échappait de ses haut-parleurs était basse et posée, mesurée, masculine, avec ce genre d'accent façonné par des années passées entre les frontières africaines et les conseils d'administration européens. On n'est jamais censé trouver la photo, commença la voix, calme et posée.
Mais maintenant que c'est fait, tu mérites plus qu'une simple image. Tu mérites une voix. Il y eut un silence, suivi d'un léger raclement de gorge. J'étais à Genève le jour de la prise. J'étais là le soir de la conclusion de l'accord. Kingsley a été informé de ce qu'il devait abandonner. Et il accepta, non pas par des mots, mais par le silence. Juliana le savait. Elle l'attendit quand même. Suzanne en eut le souffle coupé. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui confirmait l'authenticité de la photo, c'était quelqu'un qui était présent dans la pièce. Quelqu'un qui avait été témoin de la décision qui avait hanté Kingsley et qui l'a hanté désormais. L'enregistrement continuait. Le propre de l'héritage, disait la voix, c'est qu'il exige des sacrifices. Parfois, les personnes sacrifiées ne le savent même pas. Parfois, elles sont assises à vos côtés des années plus tard, ignorant que leur histoire a commencé avec la fin de quelqu'un d'autre. Un autre silence. Un léger bruit de fond. Des vagues, peut-être? Des pas? Difficile à dire. Puis la voix s'est apaisée. Il t'aime vraiment. Mais certains aspects de lui appartiennent encore au passé. Si vous voulez trouver la vérité, suivez le silence. Il parle plus fort que ses discours ne le feront jamais. L'enregistrement a été interrompu. Pas de nom. Pas de signature. Juste du grésillement, puis le silence. Suzanne était figée, son cœur battant à tout rompre. La voix n'était pas menaçante. Ce n'était pas de l'émotion. C'est de la résignation. Comme quelqu'un qui aurait enfin décidé de parler après avoir porté un fardeau trop longtemps. Elle réécouta le message une fois de plus, cette fois-ci non pas pour le contenu, mais pour le ton, pour la familiarité. La voix ne correspondait à personne, mais sa façon de parler, comme celle d'un initié, indiquait qu'il avait été proche de Kingsley, et qu'il l'était peut-être encore. Elle enregistra le fichier discrètement sur un disque dur crypté, puis le sauvegarda dans un dossier privé auquel elle seule avait accès. Elle n'en parla à personne, ni à Nain, ni à son mari. Pas encore. Car elle ne savait toujours pas quoi faire de ce qu'elle avait appris. Mais elle savait au moins une chose, quelqu'un essayait de la guider à travers le labyrinthe. Restait à savoir s'ils étaient amis ou ennemis. Mais la photo n'était plus seulement un instantané du passé. Elle était devenue une carte. Et maintenant, avec cette voix, le silence qui l'entourait n'était plus seulement un bruit. Il commençait à raconter une histoire. La cérémonie d'État à Unity Hall s'annonçait comme l'un des événements les plus grandioses du second mandat de l'administration, une célébration des réussites nationales, des alliances diplomatiques et des triomphes politiques. Mais derrière les banderoles brillantes et les communiqués de presse soigneusement orchestrés, un plan plus discret se dessinait, connu seulement de quelques conseillers de haut rang et du président lui-même. Kingsley avait décidé que cette soirée marquerait un tournant non seulement dans sa carrière politique, mais aussi dans celle de Suzanne. L'intention était noble, du moins le croyait-il. Il allait officiellement élever le rôle public de Suzanne, la nommant non seulement première dame, mais aussi nouvelle présidente du Conseil national pour la réforme civique, un poste doté d'une portée législative et d'une visibilité internationale. Elle ne serait pas seulement à ses côtés sur les photos, elle serait ancrée à ses côtés dans l'appareil gouvernemental. Le discours avait été répété, l'annonce soigneusement intégrée dans son discours de clôture, et une plaque commémorative était dissimulée sous un velours au pied du podium. Suzanne, cependant, n'avait pas été informée de l'intégralité du plan. On lui avait donné un vague aperçu de la soirée, on lui avait demandé de porter une tenue de cérémonie, on lui avait annoncé qu'on pourrait lui demander de dire quelques mots, et on l'avait escorté jusqu'au lieu de réception avec la pompe habituelle. Sa robe, une robe en satin crème ornée de délicates broderies le long des manches, flottait derrière elle tandis qu'elle déambulait sur le tapis doré. Son expression était calme, son allure gracieuse. Mais intérieurement, elle portait un poids différent. La photo de Genève, le message vocal, le silence de Kingsley sur des questions qu'elle n'avait pas encore posées. Elle ne l'avait pas confronté à ce sujet. Au lieu de cela, elle avait choisi de l'observer, de le jauger, de le laisser parler avant même de décider de ce qu'elle dirait en retour. Et ce soir-là, cette célébration soignée, retransmise à la télévision nationale, était le dernier endroit où elle voulait être surprise par un plan conçu pour elle sans son consentement. Quelques instants avant le début de l'événement, tandis que Kingsley révisait ses dernières notes en coulisses et que l'hymne national jouait doucement sur les cordes de la sono, Suzanne s'excusa discrètement de la salle de réception. Sans fanfare, sans explication. Elle descendit du tapis, ses talons faisant à peine un bruit sur le sol en marbre. L'un des organisateurs de l'événement l'appela doucement. « Madame, tout va bien ?»
Elle lui offrit un léger sourire. J'avais juste besoin d'un instant. Mais ce moment ne s'est jamais terminé. Elle a traversé un couloir latéral, a tourné dans un couloir calme et est sortie par le passage de service menant au véhicule qui l'attendait, un véhicule dont le départ n'était même pas prévu avant la fin de l'événement. La conductrice cligna des yeux, perplexe, en entrant. « Retour à la villa, maman ?» Elle hocha la tête. Et lentement, la voiture s'éloigna juste au moment où Kingsley montait sur scène, salué par les applaudissements, ignorant que le siège à côté du sien était vide. Dans la salle, le public s'agitait silencieusement. Les caméras s'ajustaient. Les présentateurs chuchotaient en coulisses. Le siège de la première dame, deuxième en partant du centre, positionné pour le gros plan, restait visiblement vacant. Kingsley jeta un coup d'œil au siège vide, puis reporta rapidement son attention sur le prompteur. Il n'a pas mentionné l'annonce spéciale. Il n'a pas dévoilé la plaque. Il a parcouru avec fluidité les mises à jour de politique, les notes diplomatiques, les reconnaissances cérémonielles. Mais la phrase préparée pour Suzanne, celle soigneusement intégrée au paragraphe 7, n'est jamais arrivée. Cela resta inexprimé. Une pause non respectée. Une proposition retardée. Plus tard dans la soirée, les médias évoquèrent une erreur d'horaire, un possible problème de santé. Mais Suzanne ne dit rien. Elle resta assise seule sur le balcon de la résidence présidentielle, observant les lumières de la ville avec un calme qu'elle seule comprenait. Elle n'était pas partie en signe de protestation. Elle était partie en silence. Parce que parfois, se taire en disait plus que n'importe quel mot. Le lendemain de la cérémonie d'État, un silence différent s'installa dans la villa. Ce n'était pas le silence des vacances ni celui qui succède à un long événement. C'était le silence pesant et chargé des non-dits. La villa s'est déroulée comme d'habitude, les équipes de sécurité ont effectué des rotations, les assistants administratifs ont fait le point, les compositions florales ont été rafraîchies dans les vases du couloir, mais quelque chose dans l'air persistait encore un instant. Kingsley n'était pas retourné dans leur chambre commune après la cérémonie. Il était resté dans son bureau privé toute la nuit, une habitude qu'il s'adonnait rarement. Il avait visionné les images de la cérémonie à 2 reprises, une fois en direct, une autre fois en privé, seul. À chaque fois, son regard se posait sur le siège vide près du podium, et à chaque fois, il ressentait une tension intérieure que les mots ne pouvaient apaiser. Il savait, sans qu'on le lui ait dit, que Suzanne n'était pas partie pour cause de maladie ou de désagrément. Elle avait fait un choix qu'elle n'avait pas expliqué. Mais il comprenait suffisamment pour savoir que c'était à son tour de rompre le silence. À midi, il lui envoya un message par l'intermédiaire de Naine, juste un mot, plié avec soin et remis sans cérémonie. Pas de sceau présidentiel, pas de signature officielle. Juste son nom sur le devant et une seule ligne, à l'intérieur. Rejoignez-moi dans l'ancienne salle de lecture. Seule, pas en tant que première dame, pas en tant qu'épouse, juste en tant que Suzanne. Suzanne lut le mot 2 fois avant de le plier soigneusement et de le remettre dans son enveloppe. L'ancienne salle de lecture n'était plus utilisée depuis que la villa avait été réaménagée l'année précédente. Elle était nichée près de la bibliothèque sud, protégée par des colonnes et des rideaux, et laissée à l'écart des journalistes et des invités. À son arrivée, le couloir était vide. Les portes étaient entr'ouvertes, et une légère odeur de cèdre et de poussière flottait dans l'air. Kingsley était déjà à l'intérieur, assis dans l'un des fauteuils en cuir ayant appartenu à un ancien président. Il se leva lorsqu'elle entra, mais elle ne la salua pas. Elle entra lentement, les mains jointes devant elle. Sa robe était simple, un doux châle marron qui bougeait avec elle comme le silence lui-même. Il la stabilisa un instant avant de parler, et lorsqu'il le fit, sa voix manqua de sa puissance habituelle. C'était plus calme, plus humain. « Merci d'être venu, dit-il. » Suzanne hocha légèrement la tête. « Tu as demandé Suzanne. Alors me voilà. » Il fit un geste vers le siège en face de lui. Elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux. « Je ne savais pas comment commencer, » dit-il après une pause. « Mais j'ai compris que je ne pouvais pas avancer tant que je n'aurais pas affronté ce que je n'avais jamais eu le courage d'exprimer à voix haute. » Elle le regarda, le visage indéchiffrable. « Alors dis-le. » Son ton n'était pas froid, mais il n'offrait aucun réconfort. Pas de place pour les excuses. Kingsley inspira profondément et se pencha légèrement en avant, les coudes posés sur ses genoux. « Je dois te dire la vérité, » dit-il lentement. « Tout cela, pas en tant que mari, pas en tant que président, mais en tant qu'homme qui a fait un choix et qui en a toujours vécu les conséquences. » Suzanne n'a pas sourcillé.
Elle ne bougea pas. Elle attendit simplement. Car elle savait que, enfin, le rideau commençait à tomber. Et quelle que soit la vérité qui se cachait derrière, elle l'entendrait non pas comme une femme à qui l'on doit quelque chose, ou une épouse trahie, mais comme la Suzanne qui s'était relevée du feu, du silence, et qui se tenait maintenant au bord de quelque chose de plus profond que l'héritage, la clarté. Tout commença par un titre, simple, discret, mais aux implications dévastatrices, le pacte de Genève. L'ascension du président s'est-elle construite sur le silence? L'article est tombé un lundi matin, publié par un média d'investigation étranger réputé, sans lien avec la politique nigériane, ce qui le rendait quasiment impossible à dissimuler. À midi, il avait été repris par toutes les grandes agences de presse du continent. En quelques heures, les téléphones de la ville sonnaient sans interruption, les équipes de communication s'efforçant de préparer des communiqués, des fiches d'information et des chronologies. Mais les dégâts avaient déjà commencé. L'article portait sur un échange diplomatique confidentiel entre Kingsley et deux responsables du parti lors d'une visite clé à Genève, des années avant sa présidence. Cet accord le positionnait comme le candidat idéal du parti, à une condition. Son retrait d'une relation controversée avec une femme qui, selon l'article, aurait pu compromettre l'image d'unité du ticket national. La femme n'était pas nommée, mais pour ceux qui prêtaient attention, la référence était sans équivoque. L'article ne citait pas Suzanne. Ce n'était pas nécessaire. Il faisait référence à des notes de service confidentielles, à un ordre du jour manuscrit photographié plus tard lors d'une réunion qui avait fuité, et à une photo, oui, la même que Suzanne avait reçue en privé, maintenant affichée sur tous les écrans, enfin publique. Parallèlement, des commentaires spéculaient que la relation sacrifiée par Kingsley était celle d'une militante formée à l'étranger, dont le nom de famille était depuis longtemps en désaccord avec l'establishment au pouvoir. L'implication était claire. Pour devenir président, Kingsley avait permis que l'amour soit passé sous silence, que sa réputation soit gérée et qu'un récit soit élaboré, ce qui a conduit directement au mariage symbolique et stratégique qu'il a ensuite contracté. Les mots « union élaborée »,« proposition de temps »,« réhabilitation de l'image » flottaient dans les gros titres tels des fantômes que Suzanne avait déjà croisés en privé, mais les voir placardés en lettres majuscules dans les médias du monde entier rendait les rumeurs plus fortes que jamais. De retour à la villa, Suzanne était assise dans son bureau, la télévision coupée, regardant le bandeau d'informations défiler sur l'écran. Son téléphone vibrait sans arrêt. Des appels de journalistes, d'épouses de ministres, d'amis inquiets et d'alliés lui demandaient une citation. Mais elle ne répondait à aucun d'eux. De l'autre côté du couloir, l'équipe de crise du président se réunissait dans la salle de stratégie, se demandant s'il fallait reconnaître la fuite ou en nier l'authenticité. Kingsley, quant à lui, n'avait pas dit grand-chose. Il l'avait regardé ce matin-là avec des yeux à la fois las et prêts, comme un homme qui avait anticipé le tremblement de terre bien avant qu'il ne survienne. Mais il ne lui avait pas demandé son soutien. Pas directement. Il savait qu'il n'y avait pas de quoi. Suzanne n'était plus un pion à positionner. Elle était une reine qui se déplaçait elle-même. Et maintenant, elle avait une décision à prendre. Elle pouvait se tenir à ses côtés publiquement, prononcer une déclaration soigneusement formulée réaffirmant leur lien, leur vérité, leur unité, ou bien se taire, laissant la tempête mettre à l'épreuve le véritable toit sous lequel reposait leur héritage. Son assistante entra discrètement dans la pièce. « Maman », murmura-t-elle, les chaînes de télévision demandent une réponse brève, une simple phrase. On dit que même le silence est interprété. Suzanne ne se retourna pas. Elle continua de fixer l'écran en sourdine, où sa photo de mariage avec Kingsley s'attardait derrière un titre indiquant « Amour » ou « Influence ». Elle répondit finalement d'une voix basse mais calme. « Dis-leur que je réfléchis. » L'assistant marqua une pause, perplexe, mais acquiesça. Suzanne resta immobile, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Ce n'était pas seulement un scandale. C'était un miroir. Et la femme autrefois rejetée, moquée et utilisée pour redorer l'image d'autrui, était désormais la seule dont le silence pouvait parler plus fort que 1000 gros titres. One Nation attendait. Le titre était diffusé. Les experts spéculèrent. Mais Suzanne resta silencieuse 5 jours entiers. Assez longtemps pour que le chaos s'installe, que la curiosité se mue en critique et que le public commence à s'interroger non seulement sur Kingsley, mais aussi sur la femme qu'il avait toujours soutenue avec assurance et retenue. Où est la première dame?
La question est devenue omniprésente sur toutes les plateformes médiatiques. Avait-elle déserté? Avait-elle quitté le pays? Son silence était-il une confirmation ou une rébellion? On ne pouvait se servir que d'images. Suzanne traversant le jardin du palais, seule et immobile. Suzanne sort de sa voiture d'un ton neutre. Suzanne hoche poliment la tête, mais ne parle pas lors d'une visite privée à l'église. Ce n'est que le 6e matin que la villa a publié un simple avertissement. La première dame prononcera une brève allocution télévisée ce soir. Il n'y a pas eu de scandale. Pas de pré-scandé. Juste un instant. Et le pays s'est mis à l'écoute. L'écran s'est allumé juste après 19 heures. Suzanne était assise seule, non pas à côté de Kingsley, non pas dans la grande salle de bal de la villa, mais sur une modeste chaise en bois placée dans la bibliothèque présidentielle, flanquée seulement d'imposantes étagères et de la douce lueur des lampes ambrées. Elle portait un chemisier ivoire, les cheveux tirés en arrière, pas de broche, pas de drapeau politique derrière elle, juste elle. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix était calme, emplie d'une tranquille résolution. « Bonsoir, » dit-elle. On entend beaucoup de bruit ces derniers temps. On parle beaucoup de choix, d'images et de pouvoir. Je n'expliquerai ni ne défendrai quoi que ce soit ce soir. Parce que parfois, le vrai pouvoir ne se précipite pas pour parler. Il choisit de rester immobile et de laisser la vérité émerger d'elle-même. La phrase d'ouverture a immobilisé la salle. Partout au pays, les gens se sont tournés vers nous, non pas pour obtenir des réponses, mais pour être présents. Et Suzanne a répondu présent. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas confirmé. Elle a fait quelque chose de bien plus puissant. Elle a recadré. Ce qui fait le pouvoir d'une femme, dit-elle, ce n'est pas le titre qu'on lui donne ni les mains qui applaudissent lorsqu'elle entre dans une pièce. C'est sa capacité à s'éloigner des applaudissements tout en restant entière. Je n'ai pas été placé à cette place. J'y suis entré. Je me suis assis dedans. Et je l'ai fait mien. Elle parlait de la grâce, non pas comme d'une décoration, mais comme d'une discipline. Elle parlait de la vie publique, non comme d'un privilège, mais comme d'un fardeau. Elle s'adressait au peuple, et non aux médias, et leur rappelait que la vérité ne se trouve pas toujours dans les gros titres, mais dans la force avec laquelle on porte le silence. Si je vous ai appris quelque chose, conclut-elle, que ce soit ceci, ne confondez jamais le silence avec l'absence. Et ne prenez jamais une femme posée pour une femme impuissante. Elle se leva, posa doucement ses mains sur le dossier de la chaise et hocha la tête. L'écran devint noir. Ce soir-là, le nom de Suzanne n'était pas seulement tendance, il résonnait. À travers les émissions de radio, les feeds Twitter, les journaux du matin et les tables des dîners, la conversation changea. Elle n'avait pas expliqué le scandale. Elle n'avait pas parlé de Genève, de Juliana, ni de marchandage politique. Mais en 10 minutes mesurées, elle avait rappelé à la nation que le pouvoir n'avait pas toujours besoin de se défendre ou de nier. Parfois, il fallait simplement endurer avec dignité. Kingsley regardait l'émission seul dans son bur. Oh, il n'a pas pleuré. Il ne l'appela pas. Il resta assis en silence, conscient que quelque chose de profond avait changé. Les rideaux n'étaient pas tombés, ils s'étaient simplement tirés. Et derrière eux se tenait une femme qui n'était plus encadrée par son titre, son passé ou ses performances. Suzanne avait parlé, et le monde l'avait enfin entendu. Près de 5 ans s'étaient écoulés depuis l'incident du gala. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Suzanne gisait sur le carrelage froid des toilettes présidentielles, saignant silencieusement pendant que le monde extérieur buvait et dansait. 5 ans depuis que Benita avait été emmenée menottée, son héritage s'effondrant sous le poids de sa propre arrogance. Le temps avait fait ce que le temps fait. La situation avançait, atténuant peu à peu les gros titres et la mémoire collective. Suzanne avait pris son rôle, non seulement comme première dame, mais aussi comme figure à part de la politique, respectée même par ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Ses journées étaient désormais plus calmes. La nation avait été remplacée par une nouvelle administration. Kingsley s'était retiré de la vie politique. Leur soirée était consacrée à la promenade dans les jardins plutôt qu'à l'examen des politiques. Mais par un mercredi après-midi ordinaire, une enveloppe arriva, ramenant le passé dans la pièce sans prévenir. Elle fut livrée par un coursier en uniforme, sans adresse de retour, mais avec la marque d'une correspondance officielle clairement tamponnée dans un coin. Suzanne la reconnut immédiatement. Le Sceau des services correctionnels fédéraux de réadaptation, un centre connu pour son programme de justice réparatrice destiné aux détenus ayant purgé de longues peines dans des affaires très médiatisées. Elle l'ouvrit lentement, non par crainte,
mais avec prudence. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, écrite à la main dans une cursive étonnamment nette. Il n'y avait aucune salutation, aucune excuse. Juste le nom de Benita Okafor signé en haut, suivi d'un court paragraphe. Suzanne s'assit et commença sa lecture. J'ai passé les 2 dernières années en silence, non pas par peur, mais parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien à dire qui puisse t'intéresser. J'ai appris que les excuses ne guérissent pas les blessures qu'elles n'ont pas prévenues, et que le pardon n'est pas dû simplement parce que quelqu'un comprend enfin sa culpabilité. Je n'écris pas pour la paix ou la rédemption. Je t'écris pour te demander quelque chose. Le paragraphe s'arrêtait là, mais le pouls de Suzanne s'accéléra, non pas de colère, mais d'impatience. Elle tourna la page, attendant la suite. Et c'était là, au centre de la page, écrit avec soin et souligné une fois. Une seule question. Si je t'avais demandé de l'aide avant de devenir ton ennemi, me l'aurais-tu accordé? Suzanne cligna des yeux. De tout ce qu'elle s'était préparée à lire, du repentir, de l'amertume, voire de la manipulation, ce n'était pas ça. La question ne rouvrait pas de vieilles blessures. Elle poussait à une réflexion plus profonde, non pas sur ce que Benita avait fait, mais sur ce qui aurait pu l'en empêcher. Elle resta un long moment assise avec la lettre, la relisant, entendant la voix de Benita non pas comme celle de la femme qui l'avait trahi, mais comme celle de quelqu'un posant une question venue d'un lieu au-delà du châtiment. Suzanne ignorait la réponse. Elle aurait voulu dire oui, qu'elle aurait aidé son ancienne amie, qu'elle aurait fait preuve de clémence avant que le monde n'exige justice. Mais une part d'elle hésitait. Avait-elle jamais perçu la douleur de Benita sous la cruauté? Avait-elle été trop concentrée sur sa survie pour remarquer que quelqu'un d'autre tombait? Elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir, non pas par réjection, mais par préservation. Certaines lettres n'étaient pas censées recevoir de réponse. Certaines questions étaient censées se situer entre regret et vérité. Et celle-ci résonnerait. La villa avait toujours été plus belle la nuit. La ville, au-delà de ses portes, s'animait sous un voile de lumière ambrée, les rues se détachant comme des fils d'or à l'horizon. Ce soir-là, l'air était chaud mais léger, et le silence enveloppait le balcon comme un doux châle. Suzanne se tenait silencieuse, les mains posées sur la balustrade de pierre, le regard errant sur la silhouette illuminée d'Abudja. Derrière elle, la villa bourdonnait doucement, le personnel s'activait discrètement, une bouilloire chauffait dans la cuisine, un léger murmure de musique classique résonnait dans le salon. Le monde s'était apaisé, non pas avec la grandiloquence des gros titres et des vidéos virales, mais avec la douceur et la nécessité que la vie a parfois après une tempête. Le bruit s'était calmé, mais l'écho résonnait encore discrètement dans les murs. Kingsley la rejoignit sans un mot, debout juste à sa droite. Il ne dit rien au début, se contentant de souffler à côté d'elle, sa présence familière, mais différente. Des mois s'étaient écoulés depuis que la tempête médiatique s'était apaisée. Depuis que le discours de Suzanne a recadré l'attention du public. Depuis que les scandales ont été archivés dans des éditoriaux et des commentaires politiques poussiéreux, la nation a évolué, et eux deux aussi. Du moins, fonctionnellement. Kingsley s'était retiré des projecteurs. Suzanne avait choisi de rester visible, mais à ses conditions. Ils partageaient encore leurs repas, parcouraient encore leur allée de jardin, riaient encore de temps en temps. Mais un nouveau rythme s'installait désormais. Un rythme qui laissait des espaces entre les phrases, des pauses entre les regards. Une reconnaissance silencieuse que certaines choses, une fois fissurées, ne se brisent pas, mais prennent une nouvelle forme. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, Kingsley parla enfin, à voix basse, comme s'il hésitait à troubler la paix. « C'est magnifique ce soir, dit-il. Les lumières me rappellent toujours la première fois que nous avons traversé la ville ensemble. » Suzanne sourit faiblement. « Tu m'avais dit qu'Abudja était un lieu de seconde chance, répondit-elle. Tu as dit qu'il avait été construit pour donner un nouveau départ au pays. » Il a hoché la tête. « C'est peut-être pour ça qu'on a tous les deux atterri ici. » Le silence qui suivit n'était pas froid, mais contemplatif. Elle se tourna légèrement vers lui. « Vous êtes-vous déjà demandé ce que nous serions devenus sans la présidence ?» Kingsley la regarda, le regard vieilli par l'expérience et assombri par les choix qu'il avait faits. « Je me le demande plus que tu ne le penses, dit-il. Mais je sais aussi que j'aurais eu besoin de toi, avec ou sans cet endroit. » Suzanne ne répondit pas. Pas avec des mots. Elle se tourna vers l'horizon et laissa la ville combler le silence. À cet instant, la paix régnait entre eux, ni parfaite, ni naïve,
mais méritée. La confiance, cependant, restait une chose discrète. Elle résidait dans l'espace entre les gestes, dans la retenue face à une question, dans leur décision de rester, même lorsqu'ils pouvaient partir. Ils n'avaient pas oublié le prix du silence, mais ils en avaient aussi appris la valeur. Alors que la nuit s'épaississait, Kingsley lui prit la main. Suzanne le laissa faire. Elle ne la serra pas en retour, mais ne la retira pas non plus. Et dans ce silence, avec les lumières de la ville scintillant comme des étoiles lointaines, l'histoire ne s'est pas terminée. Elle s'est simplement déposée, comme la poussière après une longue pluie, comme un souffle après la vérité, comme le calme qui vient, non pas quand tout est parfait, mais quand tout a enfin été vu. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.